Bonjour, merci de se joindre à nous ce matin pour ce webinaire sur le rôle de l'IA dans l'intégration numérique et le KYC, co-organisé par la revue Banque et Fenergo. Je vais commencer par faire une petite introduction sur le sujet avant de lancer le débat avec nos panélistes. Depuis 1970 et le passage de la loi sur le secret bancaire par Richard Nixon, les banques ont une obligation de documenter et de reporter les transactions suspectes aux autorités. En 50 ans, ces obligations et la surveillance réglementaire qui va avec n'a fait qu'augmenter pour contrer la croissance du crime financier dans le monde, que ce soit le financement terroriste après les attaques de 2001 ou la nécessité de protéger les investisseurs depuis la crise de 2008. Où en sommes-nous en 2024 ? Si l'on regarde aujourd'hui les amendes mondiales, qui sont le résultat des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent, on voit aujourd'hui une augmentation au premier trimestre. Et ce chiffre de 263 millions de dollars ne prend pas en compte l'amende reçue par TD Bank au mois d'octobre par les autorités américaines, et qui sont un très bon exemple de la difficulté pour une banque de gérer d'un côté la croissance de leurs clients, la complexité des produits qu'elles vendent aujourd'hui, et de l'autre, comment continuer à protéger, à évoluer et à se conformer à ces obligations. Depuis 3 ans, Fenergo interroge régulièrement les professionnels de la banque d'investissement et commercial dans le monde pour mieux comprendre quels sont les enjeux de l'onboarding des grands comptes, donc les clients institutionnels et corporate, et en particulier du KYC. Je voulais aujourd'hui vous faire un petit retour sur les premiers résultats de ce rapport qui a été publié cette semaine. Donc la première tendance que l'on voit en 2024, c'est la baisse, c'est une bonne nouvelle, hein, du coût moyen des revues KYC. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 12% de baisse entre 2023 et 2024, un coût de 2 500 € l'année dernière à 2 274 cette année. Et si on regarde en fait une autre tendance intéressante, c'est de voir que la courbe de répartition de ces coûts a shifté vers la partie la plus basse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 38% des répondants qui nous informent que le coût du KYC est en dessous de 2 000 $. Maintenant, cette tendance est assez normale si on voit tous les programmes d'investissement qui existent aujourd'hui dans ces banques pour automatiser et réduire le coût des KYC. Donc on voit aujourd'hui les bénéfices. D'un autre côté, si on regarde un peu plus en avant sur les données qui nous sont données, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces processus sont loin d'être complètement automatisés. Donc 96% des personnes interviewées nous disent qu'aujourd'hui, elles n'ont pas encore réussi à automatiser complètement ces chaînes, ce qui veut dire qu'il y a encore de grandes opportunités d'automatisation et de réduction des coûts. D'ailleurs, quand on parle avec les professionnels, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une target sans doute à moins de 1 000 $ par revue KYC, qui semblerait une bonne target à atteindre dans les années à venir. Un des points intéressants de notre recherche est de voir que de l'autre côté, la frustration des clients et le taux d'abandon des clients corporate et institutionnels dans les processus d'onboarding a fortement augmenté sur la même période. Donc si on regarde, 48% l'année dernière déclaraient avoir perdu un client, 60% cette année. Et en fait, quand on regarde en fait, cette tendance et quand on analyse avec nos experts, on se rend compte que d'un côté, on a baissé les coûts, mais souvent baissé les coûts en automatisant des processus internes, mais sans forcément se poser la question de l'expérience client et si oui ou non ces processus répondent à leurs demandes et permettent de garder les 99% de clients que l'on souhaite garder, et si au contraire en fait ces processus qui sont vraiment formés pour contrer le crime financier sont au final très négatifs pour les clients que l'on souhaite garder et qui sont aujourd'hui genuine. Donc quand on regarde un petit peu les résultats et de pourquoi aujourd'hui on a autant d'efficacité dans la gestion de ces clients, en général les réponses sont autour de ces différents points. En premier, les silos organisationnels, c'est-à-dire le manque de communication entre les fonctions front office, middle office, back office ou compliance dans les banques.
Les traitements manuels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les temps d'onboarding sont extrêmement longs. On parle en moyenne de 90 jours pour un onboarding corporate, jusqu'à 120 jours pour les cas les plus compliqués, voire plus dans les cas à haut risque. La mauvaise gestion des données, c'est-à-dire le manque de réutilisation des données clients. Beaucoup de clients se plaignent que le même document, les mêmes données sont demandées de multiples fois par différents départements pour différents onboardings de produits, et ça cause énormément de friction en fait dans le système. La sollicitation des clients, c'est-à-dire la façon dont les banques s'approchent de leurs clients pour leur demander des informations supplémentaires ou pour vérifier des données qu'elles ont déjà eues. Très souvent, l'email reste aujourd'hui le moyen privilégié de communication avec toutes les inefficacités que cela pose dans la gestion de ce processus. Finalement, la gestion des risques est retardée. Ces temps longs d'onboarding ne permettent pas d'avoir une vue claire du risque client de façon adéquate et de façon efficace. Et aujourd'hui, cela met en risque les institutions financières, en particulier dans un monde où les choses changent très rapidement et où on a un besoin de pouvoir identifier ces risques de façon beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide. Et puis au final, il y a un surcoût énorme qui est lié à l'audit et au rapport réglementaire, c'est-à-dire que l'ensemble de ces problèmes que j'ai mentionnés se répercutent sur l'ensemble de la chaîne et rendent en fait la burden of proof de plus en plus difficile à atteindre. Donc la question aujourd'hui qu'on se pose, puisqu'on est en 2024, et avec l'IA qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Quand on voit l'état en fait, du KYC, l'état de l'onboarding, la question que je voulais poser à nos intervenants aujourd'hui et débattre avec eux, c'était de savoir si l'IA était potentiellement la solution miracle. Et je voudrais remercier mes panélistes, à savoir Koen Fruit, ici présent, qui est CIO Client Engagement and Protection CIB chez BNP Paribas, Fida Char, Deputy Global Head of Wholesale Client Operation à Société Générale Corporate and Investment Banking, et Benoît Hetz, aujourd'hui partenaire, banque, finance et assurance au groupe OnePoint. Messieurs, bonjour. Et merci d'être là aujourd'hui. Donc, on va peut-être commencer un petit peu par prendre vos réactions par rapport aux données et aux résultats du rapport que nous avons. Et je vais commencer avec vous, Fida. Et la première question que je voulais vous poser, c'était de savoir quels sont les défis aujourd'hui pour les institutions financières pour essayer d'améliorer cette expérience client et essayer de réconcilier d'un côté la conformité et de l'autre une expérience client exceptionnelle. Merci. Donc, je suis Fida Char, je travaille à la Société Générale, je suis en charge de l'expérience client, de tout le cycle de vie client, donc depuis l'entrée en relation jusqu'à la fin de la relation, ainsi que de la gestion des données tiers. Si je dois répondre à cette question, je prendrai, je dirais, un cadre déjà un peu plus général pour commencer en termes d'expérience client. On a des enjeux plutôt classiques qui est comment assurer au client un parcours omnicanal où le client va pouvoir passer d'un canal à l'autre sans friction tout en gardant le contexte de l'interaction tout au long de sa demande. Ça, c'est plutôt et donc introduire ce qu'on appelle des capacités de self-service pour que le client puisse faire lui-même des choses parce qu'il les fera de toute façon mieux avec des données qui sont plus justes. Si on va un peu plus dans le spécifique, il y a la partie entrée en relation, où là, l'enjeu fort est le délai d'entrée en relation, ou le temps d'onboarding, et ça explique vos 67%, c'est que c'est un temps qui est parfois long, avec beaucoup d'allers-retours, et trouver le juste équilibre entre réduire le temps et garder un niveau de contrôle. On a vu aussi le montant des amendes, un niveau de contrôle suffisant pour éviter ces amendes est un enjeu important. Et en dernier enjeu, le KYC lui-même, qui est comment éviter pour un grand client, un grand corporate qui a plusieurs filiales, d'aller lui demander plusieurs fois la même donnée ou le même document, sachant qu'on l'a potentiellement déjà chez nous ou dans une de nos filiales.
Merci FIDA. Koen, je me tourne vers vous pour voir si vous êtes en ligne avec l'analyse de FIDA par rapport à votre expérience aujourd'hui chez BNP Paribas. Avec FIDA, je suis en ligne. Le défi est vraiment de trouver un bon équilibre entre l'expérience client et quand même la conformité. Quand je regarde un peu le passé, c'était vraiment la priorité à un moment de conformité, une priorité presque à tout prix. Mais grâce au investissement dans la conformité, aujourd'hui, je vois quand même un changement ou trouver un équilibre entre la conformité, c'est un triangle, l'expérience client et l'efficacité. Donc on voit que ça commence à changer et c'est vraiment maintenant un triangle qu'on doit équilibrer. De plus, je trouve aussi que si on parle d'onboarding KYC, on ne parle plus que de eligible to transact. Vraiment, KYC classification, regulatory classification, la tax classification, mais de plus en plus, où on investit de plus en plus dans le end-to-end, ça veut dire incluant le onboarding KYC, le crédit, les contrats de ISDA, par exemple, et ouvrir les comptes par produit. Et dans ce cas, on va vraiment aussi de clients vers un onboarding pour tous les produits qu'on veut vendre aux clients. Oui, Koen, je pense que merci pour cette définition qui est vraiment la définition d'un côté entre le CLM, le Client Lifecycle Management qui est complet, et le KYC, et les deux de plus en plus se rencontrent. Ce qu'on entend de plus en plus quand on a des conversations aujourd'hui avec des responsables opérations, technologie ou business, c'est que réussir l'onboarding et réussir cette expérience client, ça devient de plus en plus un avantage compétitif pour les institutions financières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ne sont plus en compétition seulement sur les produits et les services, mais aussi sur ce type de processus. Et c'est ce changement, entre guillemets, de dire que le KYC, l'onboarding n'est plus seulement une problématique opération ou back-office, mais de plus en plus aussi une problématique front office, semble devenir une réalité. Là, je vais m'adresser à vous, Benoît, merci d'être là pour que vous partagiez un petit peu avec nous où on en est aujourd'hui sur cette progression et ce que vous voyez aujourd'hui parmi les institutions financières avec lesquelles vous travaillez. Alors effectivement, c'est une problématique importante que je connais, travaille depuis un peu plus de 10 ans avec nos différents clients, institutions financières. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu qui est autour de l'expérience client, mais aussi de la relation client par essence, puisque c'est bien le sens du KYC. Et pour autant, aujourd'hui, on s'aperçoit, nous, quand on fait des enquêtes auprès des clients eux-mêmes, c'est devenu un point de difficulté, un point, voire de souffrance. En anglais, on parle des pain points de nos clients là-dessus, et qui est souvent dans la relation client un élément perturbateur. Mais c'est également, pour les institutions financières, un élément considérable de coût. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées par l'Union européenne sur les coûts réglementaires, où ils estiment par exemple que hors KYC AML, on est de l'ordre de 3% des operating costs, notamment en Europe, et on serait de l'ordre pour le KYC et l'AML d'un 1,5% des operating costs. Donc ce sont quand même des montants considérables qu'il faut aussi adresser. Et puis, revenir à l'expérience client et aux bénéfices que peut apporter la connaissance du client pour mieux lui vendre, mieux le conseiller, mieux l'accompagner. Et c'est là où nous, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle des grilles de maturité qui nous permettent de conduire progressivement nos clients sur un chemin qui est le chemin qui permet d'accompagner les clients vers transformer le KYC en avantage compétitif véritablement. Alors quelles sont les clés pour arriver à cette situation? Elles sont multiples. C'est comprendre qu'il y a un enjeu de qualité de la donnée, et c'est là où la question posée tout à l'heure est importante. Est-ce que l'IA est la solution miracle? On ne sait pas si c'est la solution miracle. En tout cas, c'est une des solutions envisageables, c'est pas la seule, qui peut permettre notamment d'améliorer les sujets de qualité de la donnée, mais également de réconciliation de la donnée. Pour arriver à cet avantage compétitif, je pense qu'il y a, on va dire, trois grands éléments clés.
Un, c'est la capacité à collecter de la donnée, quelle que soit la source, que ce soit des sources payantes, que ce soit des sources de confiance, ou ce qu'on appelle le bruit. Le bruit, c'est toute l'information Internet qui peut être disponible, qui est accessible. Et d'ailleurs, les régulateurs ou les autorités de tutelle, quand elles font des contrôles, rappellent souvent qu'il ne faut pas négliger cet aspect d'information. Alors évidemment, il faut des faisceaux de présomption, de réconciliation, pour avoir un certain nombre de certitudes, mais ça permet effectivement d'avoir un niveau de confiance sur la donnée. Le deuxième point, le plus important, c'est finalement d'arriver, et c'est là où l'IA peut apporter quelque chose, une capacité à digérer cette information, à l'enrichir, à l'évaluer surtout, et quel est le niveau de confiance qu'on a dans une information. Est-ce que par exemple, si je veux considérer le bénéficiaire effectif Benoît Hetz, est-ce qu'il n'a pas des homonymes finalement et qu'on va trouver par exemple sur Internet? J'en connais au moins 3 qui existent. Et est-ce que c'est le bon? Est-ce que l'information concerne la même personne? Donc tout ça, sur la qualité de la donnée, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis là où l'IA, dans les grandes lignes, va apporter quelque chose, et notamment les dernières versions avec l'IA générative, c'est la capacité, entre guillemets, textuelle, de fabriquer de l'information au sens constituer des mémos, par exemple, KYC, ou même digérer et analyser moult documents qui sont parfois complexes, ça peut être le rapport annuel de 200 pages d'une entreprise, et ça va permettre de faire des résumés, de faire des analyses dans des contextes bien particuliers. Donc voilà un petit peu les grandes clés pour arriver à cet avantage compétitif, et qui va permettre aux entreprises et institutions financières d'améliorer cette vision du KYC du côté du client, mais également du côté de l'entreprise financière, parce qu'elle va passer d'un centre de coût pur à de plus en plus un centre de revenus. Très bien, merci. Donc je me retourne un peu vers Koen pour prendre un peu votre expérience concrète. Vous pourriez partager avec nous un levier technologique que vous utilisez aujourd'hui pour régler ce type de problème et justement avancer vers ce niveau de KYC en tant qu'avantage compétitif? Quand je regarde le slide, moi je trouve il est vraiment bien fait. C'est pour te féliciter. Mais comme j'ai déjà dit, si on ne maîtrise pas les 3 leviers, conformité, c'est une obligation, mais quand même des clients, le client experience, plus l'efficacité, on n'est plus dans le futur, dans le peloton, on est plutôt dans level 2, peut-être un peu de level 3, mais on reste quand même très réactif, très orienté coût, et pas du tout sur, je vois sur le slide, le next gen level. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui, le balance vers le eligible to transact, vraiment KYC, vers vraiment ready to transact, reduce the time to revenue, que les clients ne font pas du drop-out, qu'on va vraiment faire le onboarding. Je pense que c'est aussi un mélange de plusieurs techniques ou de technologies. Ça veut dire l'interface client, éviter trop d'emails pour le outreach, d'utiliser des sources, primary, secondary, et aussi appliquer l'IA dans ce contexte. De l'IA qui a aujourd'hui déjà beaucoup de modèles, et on va en revenir, qui peuvent vraiment, c'est pas du rocket science, les modèles sont là, c'est vraiment utiliser ton use case et vraiment l'appliquer dans ce contexte pour arriver level 4 ou même un business advantage level 5. Donc je veux dire, pour conclure, si on reste sur le réactif, une banque, comme dans la couche, on n'est plus dans le peloton. Mais pas du tout. On est arrière. Merci Koen, on va revenir dans quelques minutes sur la partie IA et ses use cases, mais juste avant d'y passer, je voulais juste savoir, Fida, si vous voulez rajouter quelques exemples que vous-même aujourd'hui vous mettez en place et qui vous aident en fait à progresser sur ce niveau de compétences. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne segmentation client, parce qu'on ne va pas s'adresser à des clients listés, régulés sur des produits vanille, comme un gros asset manager ou un hedge fund qui va faire des produits très sophistiqués. Donc suivant
la segmentation de clients, l'usage de l'IA, il ne va pas être le même et la capacité de l'IA à laquelle on va faire appel n'est pas la même. Par contre, il y a aussi des choses qui sont communes. Pouvoir donner de la transparence au client end-to-end de où on en est, de sa mise en relation, de son onboarding est clé. Et ça, en fait, je me rends compte qu'un particulier a parfois beaucoup plus d'infos, alors qu'il a quelques euros dans son compte, qu'un corporate qui a des millions dans les comptes, il a plus de mal à avoir des infos plutôt qu'un particulier. Donc pouvoir donner cette transparence et donc repenser ce que disait Koen et Benoît, le process en end-to-end, pas que le KYC. Il y a le KYC, il y a le tax, il y a le réglementaire, il y a le légal, et donc penser toute la chaîne et pouvoir offrir cette visibilité aux clients end-to-end. Absolument, donc partager en fait le statut à tout moment et partager les données aussi. Je pense que c'est un des points, un des enjeux clés aujourd'hui pour s'assurer que le client vérifie ses données et c'est à tout moment où son application se trouve et quels sont et savoir dès le début, parce qu'un des problèmes en général qui se passe, c'est on commence en fait ces processus mais sans savoir en fait jusqu'où ça va aller, parce qu'il y a beaucoup de découvertes qui est faite. Voilà, il y a un enjeu de pédagogie, en fait, parce qu'on lui demande beaucoup de données, mais si on ne lui dit pas pourquoi on en a besoin aussi, des fois il ne comprend pas. Et c'est vraiment important, parce que les données, elles servent à protéger la banque, mais à le protéger lui aussi, en fait. Absolument. Donc maintenant, on va passer un peu sur le thème d'aujourd'hui. On va parler un peu d'IA. Donc maintenant, on a compris un peu les enjeux. Aujourd'hui, ce qui était important, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. On a parlé de la transparence vers les clients, de l'éducation, du partage de données, d'utilisation des données tierces pour faciliter ces processus. Aujourd'hui, on discute beaucoup de l'IA et c'est vrai que dans nos domaines, on regarde en fait et on commence déjà à mettre en place de l'IA en production pour aider à transformer à la fois la partie onboarding end-to-end, mais aussi la partie de gestion des transactions et de monitoring de ces transactions qui deviennent de plus en plus intégrées dans les processus d'onboarding et de maintenance pour s'assurer justement qu'on a un risque en temps réel, entre guillemets, de ces clients. Donc je voulais juste m'adresser un peu à Koen pour que Koen partage avec nous quels sont les use cases aujourd'hui de l'IA dans le transaction monitoring, et après je m'adresserai à Fida pour parler en fait de la partie onboarding. Quels sont les use cases qui existent, qui sont utilisés aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques exemples de ce qui se fait? Dans le transaction monitoring, l'IA, c'est presque parfait. Donc aujourd'hui et dans le passé, le processus de transaction monitoring était vraiment basé sur des business rules, des règles. Donc, il faut dire, c'est de coder les règles, optimiser toutes ces règles et identifier les schémas connus. Des règles vraiment pour des schémas connus. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que toutes les banques souffrent de beaucoup de false positives. Beaucoup, un nombre très important. Pourtant, ça nous coûte beaucoup pour paramétriser toutes ces règles, le fine-tuning, et au niveau des operations, le LOD1. Et en plus, ces règles prédéfinies, ça reste vraiment pour les schémas connus, et on reste un peu aveugle pour des schémas émergents. Donc demain, avec le machine learning ou l'IA supervisé et non supervisé, je pense qu'on peut automatiser et améliorer la pertinence des alertes. On peut aussi garder les business rules, mais complémenter avec le machine learning pour un meilleur ensemble. Et je pense aussi dans le futur, même un futur proche, pourquoi pas remplacer les règles, les business rules, dans l'AML, par vraiment de machine learning complet. Quand je donne quelques exemples pour évoluer, par exemple, l'IA, aujourd'hui, dans le transaction monitoring, c'est vraiment la segmentation client. La segmentation client dynamique, pas toujours prédéfinie. Aussi, vraiment, le KYC, mais regardez aussi qu'est-ce qui se passe dans les comptes, quel type de transactions ils font vraiment.
c'est aussi de trouver dans la masse des données des liens entre les counterparties. Pas juste regarder et faire le monitoring, le client individuellement. Des alertes aujourd'hui, ça tourne, c'est très robuste, mais on peut ajouter encore une couche pour faire le scoring des alertes. L'importance des alertes est faire le triage pour aider les alertes, la masse d'alertes avec le LOD1. Aussi, aujourd'hui, ici, on fait encore des choses en manuel pour le fine-tuning, etc. Avec le machine learning, c'est parfait pour faire le fine-tuning de règles. Et finalement, avec le machine learning non supervisé, c'est vraiment de trouver des anomalies, des outliers dans une masse de données pour trouver vraiment de nouveaux patterns, de nouveaux schémas. Donc je pense que l'AI, ça va ajouter une précision des alertes, une réduction des fausses positifs et vraiment avoir des alertes et un monitoring plus risk-based et plus pertinente pour les lines of defense. Merci Koen. Maintenant je me tourne vers vous Fida. Et donc l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans les processus d'onboarding et de CLM, de Client Lifecycle Management en général. Donc KYC, ça veut dire Know Your Customer, c'est-à-dire connaître votre client. Pour connaître le client, il faut qu'on ait des données sur ce client et ces données-là, elles peuvent se trouver dans des documents, dans des sources de données, sur Internet, un peu partout. Donc, en général, on doit collecter les données sur ce client-là. Ces données-là, elles peuvent venir de sources de données, comme l'a dit, primary ou secondary, sur lesquelles on se connecte automatiquement pour vérifier quelle est la donnée fiable, mais elles peuvent venir aussi de documents privés que le client va nous envoyer. Actuellement, un analyste va lire ces données comme un rapport annuel ou un article of incorporation ou un prospectus de fonds pour essayer d'extraire les points de données pertinents. Ça, c'est un use case parfait pour de l'IA. Mixer des capacités d'OCR, donc de reconnaissance de caractère, avec de l'inférence entre certaines données pour en sortir une information pertinente est un cas d'usage très important. En même temps, il y a aussi, il faut récupérer les structures actionnariales. Ça, c'est des données qui sont importantes et qui se retrouvent parfois dans un rapport annuel ou dans un registre et construire, je dirais, un organigramme compréhensible est aussi un enjeu important. Et pour finir, ce qu'on appelle le screening, en gros, scanner toutes les nouvelles qu'on a sur ce client pour savoir est-ce qu'il y a des nouvelles sanctions embargo, est-ce qu'il y a des nouvelles négatives, est-ce qu'il y a des nouvelles pour des personnes exposées politiquement. Donc il s'agit de centaines de milliers d'articles régulièrement qui arrivent et qui font plusieurs pages pour lesquelles on doit lire, juste par exemple sur la partie nouvelle negative news, on doit regarder à peu près 17 critères. Donc 17 critères par article sur des centaines de milliers d'articles, à la fin de la journée. Donc là, il y a une capacité, et là c'est la Generative AI qui est importante avec tout ce qui est LLM, pour résumer l'article, proposer une matérialité, et surtout avoir une traçabilité de pourquoi cette matérialité, parce que j'ai découvert cette phrase et cette phrase-là. Donc c'est avec une trace d'audit en fait, ce qui va rassurer aussi la conformité et le département risque. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça doit se faire dans un cadre où on gère le risque du client. Donc voilà les 2-3 use cases qui sont vraiment importants sur la partie cycle de vie client. Juste encore une remarque. Même dans le KYC ou dans le transaction monitoring, on a beaucoup de use cases, mais c'est dans un environnement qui est régulé. Dans ce cas, c'est le AI explainable et transparente et pas juste des black boxes. Il veut vraiment comprendre comment les modèles fonctionnent. Ça va être l'enjeu de faire accepter ça après, en fait. Autrement, c'est presque impossible pour accepter. Tout à fait. Je pense que c'est un des enjeux, donc ce qu'on voit entre les proof of concept, d'un autre côté, qui sont nombreux, mais effectivement, la mise en production doit passer par une gouvernance, une validation,
les fonctions risque et conformité. On y reviendra un petit peu plus tard sur exactement ce que ça veut dire, mais c'est quand même l'enjeu aujourd'hui pour les institutions financières qui sont régulées. Donc Benoît, si je me tourne vers vous qui avez une vue en fait du marché transverse, parlons un peu plus de l'IA générative et exactement en quoi, parce qu'effectivement l'IA ça existe déjà depuis des années. Bon, c'était un peu compliqué, il fallait des équipes, des grands spécialistes, ça coûtait très cher. Et là, depuis 2 ans, il y a eu une révolution. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette révolution, en particulier sur l'IA générative. Alors, je préfère parler d'évolution parce que je m'intéresse beaucoup au sujet d'IA depuis pas mal d'années. Il y a une quinzaine d'années, j'avais mis en place une solution d'intelligence artificielle dans le monde du private equity et la GenAI est une forme de révolution parce que, et je vais expliquer pourquoi, elle démocratise l'accès à l'IA. Et ça, c'est le point important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, des personnes qui opèrent sur les métiers du KYC ou de l'AML vont pouvoir, demain, et nous, on l'a déjà expérimenté, poser une question en langage naturel qui nécessiterait derrière un data scientist qui va les coder, qui va aller créer des algorithmes. Et on peut avoir, on a expérimenté ça avec un module dit data science, qui permet à tout moment d'être auditable, c'est-à-dire on a la traçabilité par exemple du code Python, mais qui permet à quelqu'un qui n'a aucune connaissance informatique finalement de générer une analyse de données et d'avoir une restitution de cette analyse. Et ça peut être aussi de récupérer un certain nombre de documents. Mais ce qui est important, c'est replanter le décor par rapport notamment à cette vision de la maturité, parce que on parle d'un coût actuel en moyenne pour un client corporate d'environ $2000. Nous, les constats qu'on faisait il y a une dizaine d'années pratiquement, c'est quand on était dans le niveau 1 ou au début du 2, on n'était pas loin des $4000 à $6000 par dossier corporate. Et si aujourd'hui on est à 2000, c'est parce que les outillages, et notamment les outils de type Fenero, donc tout ce qui est outils BPM, ont permis de commencer à industrialiser, parce qu'on l'oublie souvent, mais finalement, le processus KYC est un processus auquel s'appliquent les principes de supply chain, qui vient du monde de l'industrie, qui est un monde finalement un peu étranger par rapport aux institutions financières, mais qu'il est important d'utiliser. Et c'est là où l'IA va apporter de la fluidité dans l'ensemble du processus. Pour vous donner un ordre d'idée, en l'état actuel, pour un dossier un peu complexe, en délai, on arrive à traiter un dossier complexe au mieux, je dis bien au mieux en 30aine de jours, et en contribution ETP, on est de l'ordre de 8 jours hommes pour traiter un dossier. Mais si on le traitait de manière continue, et avec les outillages ad hoc. C'est lié au fait qu'il y a énormément de ruptures de charge. Notamment au moment de la collecte de la donnée, mais aussi de son analyse, et c'est là où l'IA générative peut arriver à automatiser la collecte, la réconciliation des données, mais en s'appuyant plutôt sur l'IA traditionnelle. Et là, on peut basculer, grâce à l'IA générative, dans quelque chose d'encore plus fluide. C'est la capacité, parce que c'est à peu près 40% du temps qui est à traiter, c'est le traitement compliance, la fabrication des KYC mémos, qui aujourd'hui peuvent être pré-automatisés. On peut obtenir une sorte de pré-rapport grâce à l'IA générative qui va pouvoir rédiger quelque chose de contextualisé, traçable, puisque ça c'est effectivement un point important, et qui va permettre aux opérateurs de gagner énormément de temps. Et si on repense, parce que c'est aussi ça l'objectif, au process métier que les banques, et notamment dans le monde CIB, donc de la banque de financement d'investissement, qui est relativement clé, si je prends un processus de titrisation, alors en Europe, on est un peu plus lent qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, les décisions doivent être prises en quelques jours, voire en 48 heures. Et si vous avez un processus d'onboarding qui met 30 jours en délai, bah vous perdez des clients, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans votre étude. Donc c'est un point important. Et là où il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en place qui ne sont pas simples, c'est que l'IA générative nécessite de travailler en utilisant beaucoup de ressources informatiques nouvelles, ce qu'on appelle les GPU, qui a fait la fortune d'un grand acteur de la place qui était plutôt connu pour les processeurs, pour les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Parce que pour que ces fameux LLM, les Large Language Models, fonctionnent, il faut évidemment de la puissance machine, mais il faut également qu'ils soient dans des environnements containerisés. C'est ce qu'on appelle les RAG, qui permettent de s'assurer, de limiter le risque d'hallucination de l'IA, qui est un phénomène important.
Nous, on a accompagné, par exemple, dans le monde de le crédit à la consommation, des tests, par exemple, sur des chatbots pour poser un certain nombre de questions, pour permettre d'automatiser la relation client, et comme si la personne avait un humain à l'autre bout du fil. Et on s'aperçoit, quand on pose un certain nombre de questions, qu'on pousse l'IA dans ses retranchements, que s'il n'est pas contrôlé par une autre IA d'ailleurs, elle va arriver à avoir des hallucinations. Exemple, vous lui demandez si on peut financer des armes de collection, il va comprendre le mot arme, il va évidemment, parce que les règles de compliance interdisent de financer évidemment l'achat d'armes de manière classique, et bizarrement l'IA va répondre ah oui, si ce sont des armes de collection, enfin il va dire si ce sont des voitures de collection, et c'est là où on voit qu'il va être capable d'halluciner. Et donc c'est là où c'est important dans des modèles d'IA d'aujourd'hui, et on est en courbe de maturité exponentielle, c'est de toujours réfléchir et penser à des modèles qui se croisent. Nous on a commencé à le développer sur un certain nombre d'assets, c'est d'utiliser plusieurs LLM, un par exemple qui produit de l'information, un autre qui contrôle, et un troisième qui va venir assurer par exemple la piste d'audit ou la traçabilité de l'information. Et donc c'est effectivement pas mal de choses assez complexes qui peuvent coûter de l'argent, mais qui peuvent conduire, si on regarde la grille de maturité, à passer de coûts qui étaient relativement prohibitifs par client à des coûts qui, une fois que tout ça sera bien mis en place, à des coûts qu'on peut estimer entre 100 à 400 $, 500 $ maximum dans les meilleures situations. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est en ligne effectivement avec ce qu'on voit. Effectivement, tomber en dessous de 1 000 $, voire en dessous de 500 $, c'est tout à fait potentiellement ce que l'IA peut nous amener. Mais effectivement, comme vous le disiez, de plus en plus, il y a la notion de rajouter un LLM sur un autre, et l'idée du check the checker, et donc c'est un petit peu comme ça, en rajoutant en fait des layers, qu'effectivement on peut mieux contrôler les résultats de l'IA générative, qui restent quand même statistiques, donc c'est quand même le modèle actuel, et aussi, comme vous l'avez dit, l'importance de pouvoir containeriser ces LLM pour un use case spécifique, et s'assurer qu'ensuite vous l'enrichissez avec vos propres données, au knowledge database, où là en fait c'est vraiment aussi l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un LLM générique, mais il peut devenir en fait votre LLM, c'est ce qu'aujourd'hui vous utilisez, pour mieux comprendre votre contexte spécifique. Aujourd'hui, donc moi je suis fascinée par cette tech. Nous chez Fenergo, on a beaucoup investi, on est en prod sur certains use cases. Moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, peut-être Koen, c'est de dire, si on voulait aller un peu plus loin, ça va tellement vite aujourd'hui, on a déjà parlé des use cases qu'on voit, il y a vraiment une adoption qui est forte. Hein. On a dit qu'il y avait quelques challenges sur l'adoption qui est liée à la gouvernance, on y reviendra avec Fida un peu plus tard. Mais Koen, si je regarde un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui le perpetual KYC, donc on a parlé aujourd'hui de cette idée d'un risque beaucoup plus temps réel, okay, de ses clients, et une des façons d'y arriver, c'est de faire de perpetual KYC. Donc peut-être est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous voyez le rôle de l'IA potentiellement pour nous aider sur ce chemin qu'on a déjà commencé il y a quelques années, c'est pas nouveau, mais pour aller un peu plus loin. Donc aujourd'hui on parle vraiment de perpetual KYC ou un KYC en continu. Donc et d'éviter vraiment des périodiques reviews qui sont lourds, etc. Ça veut dire que dans ce monde-là, ce KYC, ça devient vraiment data-driven, vraiment data-driven. Et je pense que sans l'IA, sans des machine learning models ou de large language models, que c'est presque impossible d'évoluer vers un perpetual, ou j'aime mieux le continuous ou le continu KYC. Et dans ce cas, je pense que dans le futur, on aura des agents intelligents qui sont capables d'observer les changements dans le ownership structure du client et les related parties, qui sont capables d'analyser mieux les PEP, les sanctions, ou les médias négatifs, comme Fida a déjà dit. Si on fait du perpetual, ça veut dire qu'on doit être plus agile, plus vite de lire tout ce qui se passe et de comprendre et de prendre des conclusions. Et ça combiné avec le transaction monitoring, de mettre ça tout ensemble, donc avec l'AI, qu'on peut évoluer vers un perpetual KYC, avec quand même des avantages au niveau de l'amélioration des risques
en continu, être toujours en conformité, l'expérience client optimisée. C'est un processus qui peut tourner dans le background sans toujours faire un outreach de ton client. Finalement, une meilleure expérience client avec aussi de l'efficacité dans la banque et une réduction des coûts opérationnels. Oui, merci. Je pense que c'est vraiment la vision à laquelle on aimerait tous arriver. Mais si je me tourne un petit peu vers Fida, on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'IA et même dans la vision que vous donnez, Koen, sur comment en fait cela va aider l'humain. Donc l'humain reste in the loop et reste très important. Est-ce qu'on pense aujourd'hui que l'IA pourrait aider dans la prise de décision, ce qui serait un petit peu l'étape supplémentaire? Aujourd'hui, on est sur la summarisation, la présentation des données, faciliter en fait le travail de l'analyste. Si on se pose la question de la décision, quel type de décision et qu'est-ce que vous envisagez éventuellement, Fida? En fait, là, je reviens juste. On parle plutôt actuellement au niveau de maturité entre 4 et 5. Et ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qui va transformer le KYC au lieu d'être un goulot d'étranglement vers un business enabler. C'est à un moment donné, le KYC est vu comme un goulot d'étranglement. Je veux onboarder plus de clients, il va me falloir plus de personnes. Comment déjà être moins sensible à ces volumes-là? Et là, l'IA va jouer son rôle en tant qu'aide à la décision. Et donc, je fais la différence entre human in the loop, où je suis dedans et je contrôle et je fais la décision, ou je fais juste un check à la fin, où c'est une aide à la décision. Et là, je dirais, ça va poser les mêmes problématiques qu'on se pose actuellement partout dans les use cases IA. Je ne pense pas actuellement qu'on a une législation claire sur les voitures autonomes, par exemple. Où se trouve la responsabilité en cas d'erreur? Dans le KYC, heureusement, on ne sauve pas des vies. Donc, s'il y a une erreur, on ne va pas tuer des gens. Là où, dans une voiture autonome, il y a quelqu'un qui va potentiellement mourir. Et donc, tant qu'on n'a pas clarifié cette règle, je dirais, de responsabilité, et c'est là où le partenariat avec le risque et avec la conformité va être important, et l'auditabilité des modèles et peut-être un QA systématique sur des échantillons. Et je reviens sur le sujet de la segmentation. Quand on va faire quelque part le faire sur un client de risque faible, sur un produit simple, ça pose beaucoup moins de risques, et je pense que le régulateur et la conformité et le risque seront prêts à accepter que ce soit une aide à la décision, voire un peu plus, que sur des clients un peu sophistiqués, où là, le contrôle de l'humain est juste primordial. Merci beaucoup. Benoît, vous voulez rajouter un point par rapport à ça? Si, effectivement, là, je rejoins ce qui vient d'être dit, et notamment ce que j'appelle la notion du plafond de verre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour passer du niveau 3 à 4-5, il y a finalement une forme de plafond de verre qui est lié à le rappel, finalement, aux institutions financières que, finalement, la donnée KYC, elle est très liée à ce qu'on appelle les trigger events, c'est-à-dire à la notion du côté transactionnel, qui est inhérent à la surveillance que les institutions financières doivent faire, par exemple, dans les processus d'anti-blanchiment, et rappeler aussi que dans le processus du KYC, un seul événement, effectivement une personne qui est nommée au gouvernement ou qui est en charge des finances dans une grande agglomération dans une région française ou aux États-Unis, de fait va devenir par exemple une personne exposée politiquement et peut radicalement changer la notation et l'évaluation du risque d'un client corporate. Et donc ce plafond de verre, donc l'IA générative va aider à le traiter, mais ça nécessite pas mal d'investissement. Ça nécessite aussi une prise de conscience que ces technologies elles sont pas spécialement frugales dans leur principe, mais pour autant on peut utiliser les capacités de l'IA à être entre guillemets intelligent, c'est-à-dire de dire quand on est dans les niveaux 1 à 3, qu'est-ce qu'on fait? On prend le range de data et on collecte tout. Peut-être que grâce à l'IA, on va pouvoir se dire, finalement, dès que j'ai un premier niveau d'information qui me permet d'orienter le dossier, je vais pouvoir, de manière un peu intelligente et frugale, parce qu'il y a aussi toutes les conséquences sur la partie RSE évidemment,
on pouvoir orienter intelligemment l'usage de la donnée, voire la consommation. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure les 3 principales sources de données, et notamment les données payantes. Aujourd'hui, tout le monde sait que les grands fournisseurs de données payantes augmentent leur prix de manière considérable, justement à cause notamment des data type RSE. Donc ça, il faut tenir compte, et je pense que l'IA, il faut concevoir la vision d'ensemble, concevoir le fait que ça coûte finalement beaucoup d'argent, ça pose tout un tas de problèmes de sécurité qu'il faut traiter, qui sont pas simples, mais l'avantage que les banques vont avoir, c'est que il faut voir l'IA de manière transverse, c'est-à-dire que l'IA, et l'IA générative notamment, ne traite pas que le sujet du KYC en soi, c'est l'ensemble des processus de la banque, les processus internes, l'exposition des données ou la manière même de gérer la relation avec le client, et c'est pour ça que il faut voir cette vision de manière globale et transverse. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place, et nous on favorise ce concept-là, c'est la notion de cognitive factory au service des process de la banque, qui va permettre à la fois d'expérimenter, parce qu'il y a des choses parfois on n'est pas toujours très au clair, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, si je veux vérifier toutes les séquences sirènes de tous mes clients, est-ce que le contrôle qualité grâce à l'IA va être 100% fiable, donc il faut expérimenter, donc il faut avoir un espace laboratoire pour le permettre, mais être capable du jour au lendemain, effectivement, d'industrialiser, de mettre en production. C'est les logiques de ce qu'on appelle les MVP, les Minimum Viable Product, qui permettent d'aller assez vite dans cette phase d'industrialisation et pour rechercher cette efficacité et surtout cette rapidité, parce qu'il ne faut pas oublier, derrière il y a un client, on peut être dans des logiques dites de remédiation, de revue périodique, mais on est aussi dans des logiques d'onboarding, et donc on risque de perdre des clients comme c'était effectivement vu tout à l'heure, et surtout dans les logiques où la donnée, on revoit le dossier à l'instant T, la donnée le lendemain ou le surlendemain, elle peut changer, d'où, pour reprendre les éléments évoqués par Koen, l'importance du permanent de KYC, c'est d'arriver à cette surveillance permanente et globale que l'IA et l'IA générative, notamment parce qu'elle démocratise, notamment vis-à-vis des métiers qui traitent les opérations du quotidien, une plus grande facilité d'usage de l'intelligence artificielle au sens large. Merci Benoît. Et donc ça me permet de rebondir sur la dernière partie de notre table ronde aujourd'hui que je voulais couvrir avec vous, qui était un peu les garde-fous. Parce qu'on a parlé beaucoup des opportunités, je pense qu'elles sont claires pour progresser dans la maturité et aller vers ce niveau 5 de maturité. Koen, aujourd'hui vous êtes CIO, donc je pense naturellement un de vos sujets clés, ça va être la sécurité et la confidentialité des données. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs quelles mesures de protection aujourd'hui peuvent être mises en place pour justement utiliser l'IA et en bénéficier de façon sécurisée? Comme j'ai déjà dit, les modèles sont là, donc en commercial ou en open source, mais il y a des choses qui ne changent pas. Donc, si on applique l'AI, et j'aime bien aussi ce que Benoît a dit, c'est pas faire de l'AI comme des fashionistas, un peu de pocket de MVP, c'est vraiment intégrer dans la banque, dans le processus, pour finalement avoir un return on investment. Donc, ça veut dire qu'il faut garder une gouvernance claire et une supervision claire et des audits aussi. La confidentialité, la sécurité des données, ça ne change pas. Si c'est maintenant avec de l'IA ou sans l'IA, la protection des données et certainement des clients, ça ne change pas, les règles ne changent pas. Au niveau des modèles, on est dans le réglementaire. C'est expliquer et c'est transparence. Et aussi faire une paramétrisation, une hyperparamétrisation que on garde le fait que ça doit être risk adverse pour la conformité. Et je dois dire aussi une surveillance en continu, un learning des modèles en continu et un retraining aussi en continu, ce qu'on appelle le MLOps et des mises à jour en continu. Naturellement, on est dans un environnement qui est de conformité. Mais je pense aussi que pour introduire, on a des opportunités. On a beaucoup de processus de onboarding, KYC, de transaction monitoring, qui sont aujourd'hui 4 Eyes validation. Si on change déjà avec de 4 Eyes, avec de l'IA, qui peut donner des suggestions de scoring, et de transformer un 4 Eyes
faire un tout ice. On ne prend pas trop de risques. Il y a encore l'humain en statut intermédiaire, mais on peut déjà commencer et introduire très progressivement d'un bon cas dans ce processus. Oui, tout à fait. Donc, aider l'analyste, en fait, être le checker. Et non voilà, le maker. Et le maker, c'est l'IA et le checker. Exactement, ce qui serait la première étape de réalisation. Fida, vous avez parlé assez souvent de la relation avec le risque et la conformité, le besoin de gouvernance. Donc, vous êtes aujourd'hui dans les opérations. Donc, comment vous avez accès aujourd'hui à l'IA et dans quel type en fait d'accès vous est donné? Comment en fait on vous propose aujourd'hui d'utiliser l'IA? Quels sont les processus? On le fait avec notre département informatique. Mais ce qui va être important, je pense, dans les problématiques, c'est la boucle de retour. C'est quelque part sur un modèle supervisé, comment j'intègre le retour de l'opérationnel qui a détecté une erreur pour réentraîner le modèle pour qu'il ne la détecte plus une deuxième fois. Donc pour moi, ça c'est un facteur clé. Le deuxième, il ne faut pas oublier, les banques ont quand même beaucoup de systèmes historiques qu'on appelle legacy, et il faut bien arriver à intégrer l'IA dans nos systèmes legacy. Si on n'arrive pas à l'intégrer, on n'est pas en production. Et si on n'est pas en production, on ne fait pas d'efficacité ou on n'améliore pas l'expérience client. Donc passer de l'état proof of concept à l'état ça tourne. Et les deux points importants, c'est avoir un vrai partenariat avec la conformité. Donc, discuter avec eux ouvertement des craintes qu'ils peuvent avoir et des contraintes que nous, on a. Ça, c'est un point clé et ça, je pense qu'on l'a. Et intégrer le département risque le plus tôt possible dans les discussions pour voir quels vont être ces critères d'acceptabilité avec quelque part, est-ce qu'on a besoin de faire un QA sur 100%, sur 75%? Est-ce que le QA peut être dégressif avec le temps? Donc ça, c'est des discussions qu'on commence à avoir avec eux. Merci, merci Fida. Si je regarde un petit peu, on a couvert en fait pas mal de sujets. Ce que je souhaitais voir, c'était un petit peu de prendre un peu vos conseils pour nos auditeurs. Donc aujourd'hui, Benoît, si vous avez un conseil à donner à une institution financière qui se pose la question de l'IA et de l'intégration de l'IA dans les processus, ce qui est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire ça ne peut pas être au-dessus, il faut que ce soit avec. Quel conseil leur donneriez-vous aujourd'hui? Alors, c'est un conseil en forme de paradoxe, si je puis me permettre. Pourquoi? Parce que si on regarde l'évolution réglementaire entre la 4e et la 6e directive anti-blanchiment notamment, qui inspire beaucoup les textes du KYC, en fait, on va de plus en plus vers une extension des informations à collecter. Donc ça devient massif et un être humain, finalement, ça échappe à l'humain, finalement, d'une certaine manière. Obligé. Et c'est là où l'IA générative vont beaucoup aider. Et pour autant, je pense qu'il n'a jamais été aussi important de remettre de l'humain dans le processus. Ça veut dire quoi? C'est ce que disait Fida, c'est celui qui va contrôler finalement ce que l'IA a fait. D'abord parce qu'on va demander à l'IA d'avoir une traçabilité de tout ce qui a été constitué. Et garder l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un travail d'éducation, de formation, d'abord aux usages et à la manière de manipuler par exemple l'IA et l'IA générative, ça c'est un premier point, mais également, et on a des discussions nous avec le monde éducatif, et on se rend compte que certains patrons par exemple de grandes écoles se rendent compte que la population des ingénieurs doit désormais être formée à l'art de la controverse, c'est-à-dire la capacité à détecter de l'information fausse. On parle beaucoup des fake news, mais demain on peut imaginer des attaques massives de fake news pour discréditer une entreprise, pas seulement pour sa notoriété, mais pour qu'elle soit plus pénalisée, par exemple, sur son KYC. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'un être humain, parce que l'IA peut s'emballer dans l'analyse d'informations, l'être humain puisse se rendre compte qu'il y a des sujets qui nécessitent un traitement particulier, et d'où l'importance, pour reprendre le point de Fida, de faire cette boucle entre l'humain, l'IT, et qui va permettre effectivement d'être vertueux. Et donc, pour reprendre votre question initiale, est-ce que l'IA est une solution miracle? Elle est peut-être plus révolutionnaire que miracle, mais elle va permettre aussi de remettre la valeur de l'humain dans le processus, mais pour la valeur ajoutée que ça peut apporter, c'est-à-dire le regard critique qu'un humain aura et que l'IA n'aura peut-être pas dans tous les cas de figure. Merci Benoît. Koen,
À un moment, il faut commencer. Mais il ne faut pas commencer de l'IA pour l'IA. Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment formuler ton North Star, comme dans la slide, où je veux être là. Est-ce que je me lance vraiment, par exemple, dans le perpetual KYC? Et aussi, dans ce cadre-là, avec ce North Star, bien définir les use cases pour améliorer et intégrer de l'AI dans tes processus. Et dans ce cas, si on fait ça et on commence, peut-être ce n'est pas encore un miracle, mais ça va quand même aider beaucoup pour finalement arriver avec un continuous KYC, un continuous monitoring des transactions des clients et finalement avoir en continu un 360 view sur les risques des clients qui sont pour nous internationaux, comme des corporates, comme des institutionnels, qui n'est pas facile. Merci Koen. Fida? Je dirais mettre de l'IA sur un processus qui n'est pas optimal, n'est pas idéal. Parce que, donc, envisager déjà, est-ce qu'on ne peut pas réingénierer, je ne connais pas le terme français, le processus. Parce que des fois, on a rien que ça nous permet de faire de l'efficacité, déjà en simplifiant notre processus. Une fois que ce processus-là, je dirais, est robuste, quels sont les cas simples, je dirais les fruits que je peux cueillir rapidement, qui vont me permettre de générer de l'efficacité avec une balance risque-bénéfice qui est plutôt favorable. Donc, se poser cette question-là avant de chercher tout de suite à aller à l'échelle où je veux être 100% STP ou des choses comme ça. Merci à vous pour vos réponses. Juste donc pour conclure, je pense qu'on a une discussion très riche. Je pense qu'on a quelques leçons qu'on retient. La première, c'est que l'IA est une évolution. En tout cas, définitivement quelque chose qui va transformer la façon dont on gère aujourd'hui l'onboarding, le KYC et le transaction monitoring. Je dirais qu'effectivement, il y a des use cases aujourd'hui qui sont, je dirais, naturellement, comme vous l'expliquiez, les bons use cases, en fait, pour commencer avec l'IA. On a parlé des documents, génération des documents, extraction de données, screening hits, monitoring de transactions. C'est naturellement là où il y a des gros volumes d'erreurs et de données, de data, où effectivement, là, le bénéfice est tellement évident qu'effectivement, même s'il y a un coût, parce qu'il y a un coût quand même sur la mise en place de l'IA, ça coûte aujourd'hui, vous avez parlé, les GPU, aujourd'hui, je crois que c'est 3,5 millions pour un serveur GPU, c'est les derniers tarifs. Il en faut beaucoup. Donc à partir de là, il faut effectivement trouver les bons use cases et faire cette balance entre d'un côté les coûts et les bénéfices, et puis ensuite mettre en place en fait toute cette gouvernance pour s'assurer qu'on a bien l'explainabilité, qu'on peut prouver au risque, à la conformité et au régulateur comment on utilise l'IA. Mais au final, comme on le dit, pour nous, c'est ce qui va vraiment nous permettre, c'est vraiment d'avoir un focus sur vraiment ce qui est high risk. Et je pense qu'on en a tous parlé, cette différenciation de traitement dans les processus est absolument clé pour arriver peut-être à ces $500 par revue, qui est peut-être ce qu'on pourra obtenir d'ici quelques années. Voilà. Je voulais vous remercier pour cette excellente discussion qui a été très riche. J'invite nos auditeurs à peut-être prendre une question ou deux qu'on a, parce que je crois qu'il nous reste 1 ou 2 minutes avant de clôturer. Et je voulais juste vous dire, si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations et notamment accès à notre rapport sur le KYC 2024, vous pouvez aller sur notre site web www.fenago.com pour le downloader. Alors, juste une petite question. Voilà, donc une des questions qui était posée, c'était sur les modèles eux-mêmes et s'il n'y avait pas une contradiction aujourd'hui entre la protection des données GDPR et le training des modèles LLM. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous rencontrez? Sachant qu'aujourd'hui, vous utilisez des modèles commerciaux et vous rajoutez du RAG en fait pour les utiliser. Est-ce qu'il y a un souci avec la partie PII ou pas?
Moi, je ne pense pas qu'il y a des règles de jeu au niveau de la protection. C'est des données qu'on peut utiliser, mais il faut être conscient quelles données on peut utiliser et quelles données on ne peut pas utiliser. Il y a beaucoup de modèles qui n'ont pas besoin, par exemple, de nom exact. Ton client non plus. Il y a de l'anonymisation aussi. L'anonymisation pour traîner les modèles. Donc, il y a... c'est pas le Wild West, mais il y a quand même assez de possibilités pour tenir en compte la gouvernance des données et des méthodes d'anonymisation pour vraiment protéger les données clients. Et ça ne veut pas dire que c'est de l'IA, que c'est tout dans des public cloud. On a aussi notre propre cloud, etc., qui est protégé avec des firewalls de l'extérieur aussi. Donc, et les données sont chez nous. Oui, tout à fait. Les modèles, on peut aussi les augmenter ou les traîner chez nous. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de rappeler que dans tous les use cases dont on parle, les données ne sont pas partagées avec un chat GPT ou autre. On est seulement sur du privé et sur de l'utilisation spécifique à vos use cases. Et interne. Voilà, et interne. Voilà. C'est bien pour ça d'ailleurs que ça prend un peu de temps et d'énergie, c'est que pour les établissements financiers qui doivent gérer, qui sont les garants de la protection des données clients, doivent faire extrêmement attention dans les usages, d'où l'importance des techniques qu'on appelle RAG, qui permettent de cerner, de containeriser d'abord les données qui vont être évaluées, et puis surtout, notamment dans l'usage des clouds privés, de permettre par des choix de LLM ciblés qui permettent d'être utilisés en mode privé, d'avoir cette capacité d'entraînement en cercle protégé. Ces données pour le RAG, pour l'augmentation, elles ne sortent pas de la banque. Tout à fait. Et comme vous le disiez, de plus en plus, il y a cette notion de modèles LLM qui ne sont pas large, mais qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est aussi une des tendances pour vraiment les entraîner sur... Donc c'est un peu plus avancé que le RAG, mais pour les entraîner vraiment sur un set de données spécifiques, spécifiques à une industrie ou un use case en fait particulier. Et je pense qu'il y a pas mal de start-up aujourd'hui qui se lancent sur ce type d'opportunités. Voilà. Bon, c'est une belle conclusion à cette table ronde. Je vous remercie. Merci Koen, merci Fida, merci Benoît. Et j'espère que nos auditeurs ont apprécié cette conversation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.